Bonjour, ici on va aborder un nouveau chapitre, le chapitre numéro 3, que lui est intitulé Quantité de chaleur et travail. Chaleur, on la note en général par Q majuscule et travail, on le note par W majuscule. Ce troisième chapitre va être divisé en deux grandes parties. Le 3.1, quantité de chaleur, et le 3.2, travail. Alors, on commence par la chaleur. On commence par la quantité de chaleur. Alors, deux corps A et B, de températures différentes, TA et TB, mis en contact, entre guillemets, ça veut dire en contact ou proche, même s'ils ne sont pas tout à fait en contact. Échange de l'énergie calorifique ou thermique. Calorifique, ça veut dire thermique. Donc, échange de l'énergie calorifique jusqu'à atteindre l'équilibre thermique. Lorsque l'équilibre thermique est atteint, dans ce cas-là, les échanges de chaleur vont s'arrêter. À l'équilibre thermique, la température sera la même pour les deux corps. Donc, lorsqu'on va les mettre l'un près de l'autre, ils vont évoluer de telle manière qu'ils vont atteindre un état d'équilibre pour lequel la température du corps A sera égale à la température du corps B. La température du corps A est plus élevée initialement. Donc au départ, la température du corps A était plus élevée que celle du corps B. Donc le corps A va perdre une partie de sa chaleur au profit du deuxième corps, qui est le corps B, que lui va en recevoir. Donc, c'est le corps chaud qui cède la chaleur ou qui perd la chaleur. Et par contre, c'est le corps froid qui reçoit, qui prend la chaleur. Le transfert se fait toujours du corps chaud vers le corps froid et jamais l'inverse. Le transfert de chaleur ne se fait jamais du corps froid vers le corps chaud. Alors, on peut distinguer trois modes différents d'échange de chaleur entre le corps A et le corps B. S'ils sont tout à fait en contact, c'est-à-dire l'un collé à l'autre, alors l'échange de chaleur va se faire par conduction. La chaleur va passer du corps A au corps B par conduction. Lorsqu'il y a un contact physique entre le corps A et le corps B. Le deuxième mode, c'est la convection. Dans ce cas, les deux corps A et B ne sont pas tout à fait en contact. Il y a un fluide intermédiaire entre les deux. Ce fluide peut être du gaz,
ou du liquide. Et le transfert du corps A vers le corps B se fait à travers ce fluide-là. Dans ce cas-là, le mode de transfert de chaleur, on l'appelle la convection. Le troisième mode, c'est le rayonnement. Donc, dans ce cas-là, la chaleur est portée à travers le vide. En général, entre les deux corps A et B, il y a le vide ou bien l'air. L'air, en général, est assimilé au vide. Donc, dans ce cas-là, le transfert de la chaleur du corps A au corps B se fait par rayonnement. Ça veut dire par les ondes électromagnétiques visibles. Ça veut dire qu'ils vont du bleu au rouge et de l'infrarouge. Donc ces ondes-là transmettent la chaleur du corps A au corps B par des radiations électromagnétiques visibles et infrarouges. Ce type de transfert de chaleur, on l'appelle le rayonnement. Alors, ces trois modes vont être approfondis pendant le semestre 6 dans le cours de transfert thermique. La chaleur est une forme spéciale de l'énergie. À l'échelle microscopique, ça veut dire à l'échelle des molécules, des atomes et des ions, c'est une énergie cinétique, c'est-à-dire liée au mouvement ou à la vibration de ces particules. Ça veut dire c'est l'énergie cinétique échangée par l'agitation moléculaire ou le mouvement des molécules, c'est-à-dire par des chocs entre les molécules en mouvement. Alors, ces molécules peuvent se déplacer comme dans le cas des fluides, ça veut dire liquide et gaz. Donc, ils vont subir des chocs entre elles et entre les parois qui les entourent. Et ça engendre donc l'énergie thermique. Ou bien par agitation. Agitation, ça peut aussi être la vibration. Ça veut dire les électrons, les atomes ou les molécules vont vibrer autour de leur position d'équilibre et cette vibration, cette agitation moléculaire, c'est celle qui va engendrer la chaleur à travers l'énergie cinétique, bien sûr. C'est une énergie qui s'exprime comme toutes les autres énergies dans le système international par le joule. Donc l'unité de l'énergie, donc l'unité de la chaleur, dans ce cas-là, c'est le joule. Il y a aussi d'autres unités utilisées pour la chaleur qui ne sont pas du système international et qu'on utilise souvent en chimie, en thermochimie, c'est la calorie. Donc la calorie, c'est une unité du système GSK. Une calorie, c'est égal à 4,186 joules. Donc il y a une loi de correspondance entre les calories
et les joules, une calorie est équivalente à 4,186 joules. Remarque très importante. Un échange de quantité de chaleur peut s'effectuer sans que la température varie. Donc chaleur et température sont deux concepts complètement différents. Donc on peut échanger de la chaleur sans pour autant que la température varie ou change. Si on se réfère à la quantité élémentaire de la chaleur, donc ça veut dire qu'on aura des quantités élémentaires de la chaleur différentes de 0, ce qui veut dire qu'on a de la chaleur, on est en train d'échanger de la chaleur, mais que la variation de la température, elle, reste constante. Donc ça veut dire dt égale à 0. Il n'y a pas de variation élémentaire de la température. On a de la chaleur qui est échangée, mais pas de variation de température. Un bon exemple, c'est la fusion de la glace à 0 degré Celsius. Changement d'état d'un corps. Donc, lors de la fusion, donc, on assiste à un changement d'état. La glace se transforme en eau, en liquide. La quantité de chaleur change, mais pas la température. Donc là, voilà un exemple. On a un récipient dans lequel on a de l'eau, on a de la glace, on a un thermomètre qui mesure la température, et on a T est égal à 273 Kelvin, ça veut dire 0 degré Celsius. Donc on est à la température de fusion de la glace. On prend un morceau métallique, supposons c'est du fer, on le chauffe à 100 degrés, 373 Kelvin, normalement à 100 degrés l'eau devient vapeur, on va le mettre dans le récipient et on observe ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une quantité de la glace qui devient de l'eau, mais pas toute la glace. Il reste encore de la glace et la température continue à indiquer 0 degré Celsius, ou bien, si vous le voulez, 273 Kelvin. Ça veut dire qu'au cours de cette transformation, de cet état-là à cet état-là, la température n'a pas changé, puisqu'elle est restée égale à 0 degré Celsius. Sinon, ce morceau de glace serait fondu. Mais par contre, il y avait un échange de chaleur dans ce système. Le morceau de fer chaud a échangé de la chaleur avec l'ensemble glace plus eau. Il a fait fondre une partie de la glace. Donc dans ce cas-là, on appelle ça cette chaleur-là qui n'est pas nulle, on l'appelle la chaleur latente. Contrairement à la chaleur sensible. Chaleur sensible, c'est lorsqu'il y a variation de température, et chaleur latente, c'est lorsqu'il n'y a pas de changement de température.
En l'occurrence, ici, la température est 0. Un autre cas, il peut y avoir aussi des variations de température. Dans ce cas-là, c'est la température qui varie, mais sans échange de chaleur. Ça veut dire la variation de la chaleur ou l'échange de chaleur, plutôt, identifié par sa forme différentielle ici, égale à 0. Mais la variation de température est différente de 0. Ça veut dire la température varie sans que le système échange de chaleur avec le milieu extérieur parce que le système est bien protégé par une paroi qu'on appelle adiabatique ou bien caloréfugée ou bien adiatherme. La paroi est adiabatique ou bien elle est caloréfugée ou bien adiatherme. Donc, ça veut dire que c'est une paroi imperméable à la chaleur. Et il ne laisse s'échapper de la chaleur du système, ni laisse que le système reçoit de la chaleur de l'extérieur. Dans ce cas-là, la chaleur ne va pas varier parce qu'il n'a rien reçu de l'extérieur et il n'a pas cédé de la chaleur à l'extérieur. Par contre, la température du système peut varier. Ça, c'est un autre contre-exemple qui bien illustre la non-correspondance entre la variation de la température et l'échange de la chaleur. Chaleur massique. Comme bien son nom l'indique, chaleur massique, c'est la chaleur par unité de masse. Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'un système de masse m absorbe ou cède, absorbe, ça veut dire reçoit, ou cède une quantité de chaleur, même infinitésimale, delta Q, pendant que sa température varie d'une quantité infinitésimale dt, en passant de T à T plus dt, on définit la chaleur massique C du système par l'équation ou l'expression suivante. Dans ce cas-là, il y a une variation de température, il y a un échange de chaleur. Ici, on parle des cas qui sont différents des deux cas précédents. Donc, la variation ou la quantité de chaleur élémentaire échangée par le système sur la variation élémentaire de la température fois 1 sur la masse du système nous donne la chaleur massique. On peut aussi exprimer la chaleur élémentaire échangée, delta Q, par le produit de M par la chaleur massique par la variation élémentaire de température. Donc M, c'est la masse du système. C est la chaleur massique à la température exprimée en joules par kilogramme Kelvin. Ça, c'est l'unité de la chaleur massique. C'est joules par kilogramme
Kelvin. Joule, Kelvin, kilogramme. Joule par kilogramme, Kelvin. C'est l'unité de la chaleur massique. Chaleur massique à volume constant ou à pression constante. Pour un système caractérisé par les trois variables d'état, pression, volume et température, qui sont à leur tour reliés par une équation d'état de la forme F de P, V et T égale à 0, la quantité de chaleur reçue ou cédée au cours d'une transformation élémentaire s'écrit à l'aide de deux de ces variables, seulement à l'aide de deux de ces trois variables. Sous la forme, si on choisit la température et le volume, donc la variation élémentaire de la chaleur ou la forme différentielle de la chaleur, c'est égal à d rond Q sur d rond T à volume constant fois dt plus d rond Q sur d rond V à température constante dV. Ça, c'est l'expression 1. Ou bien en fonction de la température et de la pression, delta Q est égal à d rond Q sur d rond T à pression constante dt plus d rond Q sur d rond P à température constante dP. Et pareil, si on choisit le volume et la pression comme variable, donc delta Q c'est d rond Q sur d rond V à P constante dV plus d rond Q sur d rond P à volume constant dP. On a trois expressions de la chaleur en utilisant à chaque fois deux variables d'état indépendantes. Alors maintenant, si on se fixe le volume, ça veut dire on prend le volume constant. On obtient à partir de l'expression 1, celle-là, que CV est égal à 1 sur M delta Q sur dt à volume constant. CV, c'est la chaleur massique. Dans ce cas-là, à volume constant, ou la chaleur massique isochore, dV égale à 0. Le volume ne varie pas. Par contre, si on se fixe la pression, on obtient à partir de l'expression numéro 2 que le CP est égal à 1 sur M delta Q sur dt, cette fois-ci à pression constante. Ça veut dire que CP est la chaleur massique à pression constante ou chaleur massique isobare, dP égale à 0. Donc, on peut travailler à volume constant et à pression constante, et on aura des variations de la température et des échanges de chaleur. Donc, la variation de température, c'est schématisé par dt, et l'échange de chaleur par delta Q pour une certaine masse de la matière. Si le volume ne change pas, donc on appelle ça CV, pas CP. Par contre, si la pression ne change pas, on l'appelle CP. Chaleur massique à pression constante, chaleur massique à volume constant. Chaleur échangée. Alors, il y a des chaleurs échangées à volume constant et des chaleurs échangées à pression constante. Les quantités de chaleur QV ou QP mises en jeu au cours
du chauffage ou du refroidissement d'un système de masse M, qui passe de la température TI à la température finale TF, vont s'écrire de ces deux formes. Lorsqu'il s'agit de la chaleur échangée au cours de la transformation isochore, ça veut dire un volume constant, on intègre M et on intègre CVDT entre TI et TF. M, c'est une constante, donc la masse sort de l'intégrale. Pareil pour la chaleur échangée par le système au cours de la transformation isobare. Pression constante, donc la masse sort de l'intégrale, puisqu'il est fixe, et on intègre CPDT entre TI et TF. En général, CV et CP, c'est une fonction des variables d'état. Sur des cas bien particuliers, ils peuvent être considérés des constantes. Donc, sur des plages de pression et de température bien définies, comme le cas de la pression atmosphérique, par exemple, dans le cas du calorimètre, donc, on a la chaleur massique de l'eau constante, ou prise constante. Si en plus, pour des raisons de simplicité, CV et CP sont constantes, dans ce cas-là, l'intégrale devient tout simplement pour QV MCV T final moins T initial. Et pour la chaleur échangée à pression constante, QP, c'est égal à MCP TF moins TI. D'accord? On va approfondir encore un petit peu dans ce concept de chaleur massique et de capacité calorifique. Alors, lorsqu'on écrit CPCV en minuscule, il indique les capacités calorifiques ou thermiques massiques, ou tout simplement les chaleurs massiques dont l'unité c'est joule par Kelvin, par kilogramme Kelvin. Il représente, Cp et Cv dans ce cas, la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier la température de 1 kg de la substance en question, de la substance étudiée, de 1 Kelvin. Donc Cp est équivalent à la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier la température de 1 kg de la substance de 1 Kelvin. Ça, c'est la définition de la chaleur massique ou bien de la capacité calorifique massique ou la capacité thermique massique. Lorsqu'on multiplie Cp par la masse ou Cv par la masse, ça nous donne les Cp majuscules et Cv majuscules. Alors, Cp majuscule, Cv majuscule sont les capacités calorifiques ou thermiques d'une quantité de masse M. Donc, c'est pour une masse, pas pour une unité de masse. C'est pour une masse. Dans ce cas-là, l'unité c'est joule Kelvin, c'est joule par Kelvin. Représente la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier la température d'une masse M
de la substance étudiée de 1 Kelvin. Alors que dans le premier cas, c'était la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier la température d'1 kg de 1 Kelvin. Ici, c'est la quantité de chaleur pour faire varier la température d'une masse M de la substance étudiée de 1 Kelvin. Elles sont extensives. Dans ce cas-là, les CP de deux masses différentes se rajoutent, comme je mets deux corps en commun de masse M1 et M2, donc la masse totale va être la masse de M1 plus la masse M2. Donc, c'est extensive la masse. S'ajoute, c'est additive, comme le volume. V est égal à V1 plus V2. Alors, pareil, pour les CPCV, donc le CP total, c'est CP1 plus CP2. Donc, c'est extensive. Plus la quantité de matière est importante, plus la capacité thermique est grande. Donc, Cp augmente avec la quantité de matière. Plus la masse est grande, donc la valeur de Cp va être plus consistante, plus importante, plus grande. Et pareil pour Cv. Maintenant, si on multiplie les chaleurs massiques Cp-Cv par la masse moléculaire, ça veut dire la masse sur le nombre de moles qui nous donne la masse moléculaire. Donc, si on multiplie les chaleurs massiques CpCv par les masses moléculaires, il nous donne les capacités calorifiques ou thermiques moléculaires. Dans l'unité, c'est plus le joule kilogramme par kilogramme Kelvin, c'est joule par mol Kelvin. La masse molaire, comme vous le savez, c'est le rapport de la masse par le nombre de moles. La substance, son unité, c'est kilogramme par mol. Et N est le nombre de moles que vous connaissez très bien dans l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT. Continue sur ces capacités-là pour vous montrer des particularités très importantes. Dans le cas de la capacité calorifique massique ou chaleur massique, par exemple ici, on prend une substance qui est de l'eau. Alors sa capacité calorifique massique est égale à 4180 joules par kilogramme Kelvin. Donc ça veut dire que pour faire varier la température de l'eau de 1 kg de la température de l'eau de 1 Kelvin, il faut lui fournir une énergie égale à 4180 joules. Donc si on donne à l'eau, ou plutôt à 1 kg d'eau, 4180 joules, la température de 1 kg d'eau va devenir, on va augmenter de 1 Kelvin. Donc va varier, va être élevé de 1 degré Kelvin. Donc l'eau stocke alors mieux l'énergie, puisque pour la variation de l'eau de 1 Kelvin, il aura stocké 4180 joules en plus. Par contre, si on prend le cas du cuivre, dont la capacité calorifique est faible, 385 joules par kilogramme Kelvin, donc il suffit de fournir 1 kg du cuivre 385 joules pour que sa température augmente de 1 Kelvin.
Donc le cuivre, c'est un mauvais stockeur d'énergie puisqu'il stocke peu d'énergie que l'eau. L'eau, c'est le meilleur stockeur d'énergie. C'est pour ça qu'il est toujours utilisé dans le chauffage. Il fonctionne avec de l'eau. Maintenant, cette capacité calorifique, ici par exemple à pression constante, en réalité dépend de la température. Ce n'est pas une constante comme on l'avait considéré tout à l'heure lorsqu'on l'a fait sortir de l'intégrale pour nous donner la variation de la chaleur QP égale à M CP T final moins T initial. En réalité, dépend de la température et sa variation avec la température. Il a cette forme dans le cas de l'eau. Par exemple, ça c'est le CP de l'eau en fonction de la température. Alors on voit que pour des températures inférieures à 100, il varie lentement. Entre 100 et 200, la variation devient un petit peu forte, mais entre 200 et 300, la variation est encore plus forte et après, ça devient très forte. Donc, nous, on considère que cette capacité entre 0 degrés Celsius et 100 degrés Celsius dans cette zone-là, par exemple, elle est constante et il vaut 4180 kJ, 4,180 kJ par kilogramme degrés Celsius. Donc il n'y a pas de virgule, c'est 4180, puisqu'ici c'est des degrés Celsius et pas des Kelvin. Hein. Donc il faut bien faire attention. Ou bien si on veut exprimer en fonction de Kelvin, c'est 4,18 kJ par kilogramme Kelvin. Il faut bien faire attention lorsqu'on passe de degrés Celsius au Kelvin dans le cas de CP. Alors, la capacité calorifique massique de l'eau dépend en réalité de la température à pression constante, puisqu'ici, on travaille à pression atmosphérique. Par exemple, la pression ne change pas, la pression reste la pression atmosphérique. Donc, cette capacité à pression constante, qui veut dire à pression atmosphérique, dépend de la température lorsque la température change. Mais entre 0 et 100 degrés Celsius peut être prise constante. C'est-à-dire on prend la valeur moyenne entre ces deux extrêmes et ça nous donne 4,18 kJ par kilogramme Kelvin. Là, c'est quasiment constante. Au-delà, il faut faire de la moyenne entre les valeurs de CP à la température initiale, à la température finale. Donc, prendre le CP bar, ça veut dire le CP moyen, sur une plage de température. Chaleur latente de changement de phase ou de changement d'état d'un corps pur. Donc, lorsqu'on change
d'état, lorsque la matière change d'état, sa température reste constante. Mais sa chaleur varie. Et cette chaleur, on l'appelle la chaleur latente de changement de phase. Par exemple, si on prend ici un morceau de glace et au cours du temps, on élève la température, on va constater premièrement qu'on est sur une pente et lorsqu'on arrive à la température zéro de fusion, ça veut dire lorsque la glace va passer à l'état liquide, ça veut dire devenir de l'eau, donc la température reste constante jusqu'à ce que toute la glace devienne de l'eau. Après, l'eau va continuer à se chauffer. Donc ici, il y a variation de température et variation de chaleur. Ici, il y a variation de chaleur, mais pas de variation de température. Lorsqu'on arrive là à l'ébullition, ça veut dire à 100 degrés Celsius, l'eau va devenir de la vapeur. Donc, il va passer du liquide à la vapeur et la quantité de chaleur mise en jeu, ici, on l'appelle la chaleur d'évaporation. Et sur ces paliers-là de cet escalier, donc ces paliers-là où les températures restent constantes, ici c'est T égale à 100 degrés Celsius, ici c'est T égale à 0 degrés Celsius, donc on a ici la chaleur latente de fusion, ici la chaleur latente d'évaporation. La relation entre la chaleur et la chaleur latente, normalement, c'est représenté par un L majuscule. Un L majuscule. Donc ici, s'il s'agit de fusion, c'est la chaleur latente de fusion. Et c'est LF. S'il s'agit d'évaporation, c'est LV. C'est la chaleur latente de vaporation fois la masse qui va se transformer d'un état à l'autre. Donc la chaleur, c'est égal à la masse transformée fois la chaleur latente du changement de phase. L'unité de la chaleur latente, c'est joule par kilogramme. La masse, son unité, c'est le kilogramme. Donc ici, l'unité de la chaleur, c'est le joule. On peut aussi schématiser le changement de phase sur un diagramme PV, sur lequel on suit ici une isotherme. Donc, l'eau, elle est là à l'état 1. Par exemple, la glace, il a à l'état 2, il est de l'eau. Alors, on regarde, en maintenant la pression constante, le changement de phase se fait sur ce palier-là
pour lequel la température est constante, mais le volume va varier. D'accord? Donc ici, la pression est constante et ça représente la température constante. Le morceau de glace va passer de l'état 1 à l'état 2. Donc il va changer de volume, passer de V1 à V2, mais la pression reste la même. Donc c'est ce qu'il dit ici. On appelle chaleur latente ou chaleur massique de changement d'état d'un corps pur à une température donnée T, donc T est fixe, la quantité de chaleur grand L qu'il faut fournir à une unité de masse, un kilogramme, de ce corps pour passer d'un état à un autre à pression constante et à température constante. Bon. Par exemple, l'eau effectue le changement de phase à la pression atmosphérique et au cours du changement de phase, par exemple, glace, eau, bon, la température est égale à 0 degré Celsius, donc elle est constante. Lorsqu'il passe de l'eau liquide à l'eau sous forme de vapeur, donc il se fait à une température constante de 100 degrés Celsius et à la pression atmosphérique. La quantité de chaleur correspondant au changement d'état d'une masse M d'un corps s'écrit. Donc L, on avait dit, c'est par unité de masse, c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à une masse unité, ça veut dire un kilogramme du corps pur, pour le faire passer d'un état à un autre, de l'état solide à liquide ou de l'état liquide à l'état vapeur. Après, il faut la multiplier par la masse pour obtenir la chaleur du corps en entier. Alors, cette chaleur latente peut être positive ou peut être négative. Et les positives, c'est l'état final est plus désordonné que l'état initial. Donc, si je passe du solide vers le liquide, vers le gaz, dans ce sens-là, la chaleur latente est positive. Si le passage se fait dans le sens inverse du gaz vers le liquide, vers le solide, la chaleur latente est négative. La chaleur latente de fusion ou d'évaporation est positive. LF pour fusion, LV pour évaporation. Sont des quantités positives, donc il faut fournir de la chaleur pour faire fondre un solide ou évaporer un liquide. Donc il faut fournir de la chaleur, donc la chaleur elle est reçue par le corps, c'est pour ça qu'il est positif. Donc le système reçoit de la chaleur, exemple la chaleur latente de fusion de la glace est égale à 334 kJ par kilogramme. Par contre, la chaleur latente de vaporation de l'eau, LV, est égale à 2257 kJ par kilogramme. Donc, ils sont positives lorsqu'on va du solide au liquide, cas de la fusion, et du liquide au gaz, cas d'évaporation. Dans le sens inverse, la chaleur latente de solidification ou de liquéfaction est négative. Ça veut dire lorsque je passe du gaz vers le liquide, c'est liquéfaction. Chaleur latente de liquéfaction. Lorsque je passe du liquide vers le solide, c'est la chaleur latente de solidification.
ces deux quantités, ces deux chaleurs latentes sont négatives. Parce que le passage se fait d'un état ordonné de la matière d'un état désordonné de la matière à un état ordonné. Le solide il est plus ordonné que le liquide et le liquide il est plus ordonné que le gaz. Si je passe du gaz vers le liquide et du liquide vers le solide, la chaleur latente sont positives. Dans le cas contraire, ils sont négatifs. Si je passe du solide vers le liquide et du liquide vers le gaz. Donc, être négative, ça veut dire c'est le corps qui libère ou cède ou perd de la chaleur en se solidifiant ou en se liquéfiant. Donc, si le corps se solidifie ou se liquéfie, il va perdre de la chaleur. Donc, cette chaleur échangée est négative. Lorsque le corps subit de la fusion et de l'évaporation, ces chaleurs latentes vont être positives parce que le corps va recevoir, va prendre de la chaleur de l'extérieur pour effectuer ces changements de phase. Alors la chaleur latente dépend aussi de la température comme la chaleur massique, CP ou CV. Donc ici, la chaleur latente dépend aussi de la température. Ici, on vous donne une courbe de L en fonction de la température. À noter que pour un même corps, la valeur de la chaleur latente de vaporisation change avec la température, elle n'est pas constante. Donc ici, sur 0,100 degrés Celsius, donc on peut prendre la valeur moyenne. Ici par exemple, la chaleur latente de vaporisation et la quantité de chaleur qu'il faut fournir à 1 kg de liquide à pression et à température constante pour obtenir 1 kg de vapeur saturée. Dans ce cas-là, lorsqu'on fait évaporer de l'eau, de liquide à vapeur, bon, la chaleur latente c'est égal à 2257. Voilà, à peu près ici, kilojoules par kilogramme. Par contre, lorsque je suis à 0 degré Celsius, ça veut dire le passage de la glace à l'eau, donc c'est à peu près 2500 et 2500 kilojoules par kilogramme. Si la transformation se fait de la glace vers l'eau. Si c'est le contraire de l'eau vers la glace, ça va être la chaleur latente non de liquéfaction, mais plutôt, bon, ça va être la chaleur latente de solidifaction. C'est-à-dire l'eau va se solidifier et dans ce cas-là va être moins 2500 kilojoules par kilogramme. Donc si je passe de l'eau liquide à l'eau solide, la chaleur latente va être négative. Si je passe donc j'ai dit de l'eau liquide à la glace, ça va être négatif. Si je passe de la glace vers l'eau, la chaleur latente de fusion va être positive, ça va être 2500. Le cas contraire va être moins 2500.
par contre, à 100 degrés, si je passe de l'eau à la vapeur, ça va être la chaleur latente d'évaporation, donc ça va être positif, 2257 kJ par kilogramme. Dans le cas contraire, si je passe du gaz ou de la vapeur d'eau à l'eau liquide, ça va être la chaleur latente de liquéfaction. Donc ça va être moins 2257 kJ par kilogramme. Alors, une application de ces chaleurs peut être bien illustrée par le calorimètre. Vous voyez ici le dispositif du calorimètre. Ici, le type, on l'appelle vase de Dewar. Ce type de calorimètre. Alors, définition, c'est quoi le calorimètre? Le calorimètre, c'est la mesure des... Bon, la calorimétrie est la mesure des échanges de quantité de chaleur entre des corps différents. Ça veut dire qu'on va mettre à l'intérieur du calorimètre des corps différents à des températures différentes. Ils vont échanger entre eux de la chaleur. Mais avec l'extérieur, il n'y aura aucun échange de chaleur avec le mélange qui est à l'intérieur du calorimètre. Donc, le calorimètre, c'est un système adiabatique. Il ne laisse pas s'échapper de la chaleur, ni reçoit de la chaleur de l'extérieur. La calorimétrie est la mesure des échanges de quantité de chaleur entre les corps différents à l'intérieur du calorimètre. OK? Donc ça, c'est le couvercle, l'agitateur. Si on veut accélérer ces échanges, si on n'a pas le temps d'attendre que l'échange se fait naturellement, on peut l'accélérer par l'agitateur. Ici, on place le thermomètre pour mesurer la température. Ça, c'est un calorimètre de Dewar commercialisé par la société allemande Liebold. Donc voilà, on schématise le calorimètre, l'enceinte du calorimètre. Donc voilà, vous avez ici l'agitateur. Vous avez de l'eau, ici par exemple un solide à une température différente. Il y aura des échanges entre l'eau et le solide, des échanges de chaleur qui vont modifier la température jusqu'à ce que tout le système atteigne un équilibre thermique. Ça veut dire que la température serait constante. Cette température, elle est mesurée à chaque fois par le thermomètre. Ça, c'est le vase hermétique adiabatique qui ne laisse échapper rien du tout vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est des supports isolants. Donc, le vase qui est à l'intérieur, il est mis sur des supports isolants pour favoriser le fait que le thermomètre est adiabatique. Donc voilà, la méthode en général utilisée par le calorimètre, c'est la méthode de mélange. Il y a d'autres méthodes. On peut mettre une résistance électrique à l'intérieur et chauffer par un courant électrique de l'extérieur, mais là, c'est la méthode de mélange. On met deux corps en contact à l'intérieur. Ils vont échanger de la chaleur entre eux. La méthode calorimétrique la plus utilisée est la méthode des échanges, dans laquelle les échanges de quantité de chaleur se font à pression constante. En général, à pression atmosphérique.
Un récipient ou vase calorimétrique contenant de l'eau est placé dans une enceinte adiabatique, c'est le vase de Dewar, dans lequel est placée une masse d'eau, ici en bleu et ici en gris, une masse d'eau grand M à la température initiale T0. On met de l'eau à une température initiale T0. Ensuite, on introduit dans l'eau du calorimètre un corps de masse petit m à une température T1 différente de T0. Après un temps ou un moment, l'équilibre thermique du mélange va s'établir entre l'eau et le solide à une température T2. Donc là, c'est le principe zéro de la thermodynamique. Deux corps en contact à des températures différentes vont évoluer vers une même température, qui sera la température d'équilibre. Principe zéro de la thermodynamique sur laquelle il est basé le thermomètre, aussi il est basé le calorimètre. Donc après un moment, la température du mélange va se fixer, se stabiliser à une température T2 différente de T0, différente de T1. T0, c'est la température initiale de l'eau et T1, c'est la température initiale du solide. T2, c'est la température finale de l'eau et du solide.